Bonjour, vous êtes bien sur le podcast Développez-moi, le podcast du développement personnel. Je m'appelle Justine, je suis sophro-énergéticienne, praticienne en massage et en astrologie solaire chinoise. Je vous souhaite une très belle écoute. Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec quelqu'un concernant les énergies qui peuvent influencer une habitation et donc par conséquent ses habitants. On a abordé plein de sujets, notamment comment elle se sentait dans son ancien lieu de vie et dans son nouveau lieu de vie, comment moi je me sentais dans mon ancien et dans mon lieu de vie actuel, et surtout ce que j'ai pu mettre en place dans mon lieu de vie actuel pour améliorer les bonnes énergies de la maison. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant comme thème à aborder dans un podcast parce que je pense que ça peut plaire à d'autres personnes. Donc ici, je vais essayer de vous faire un récap rapidement de tout ce qui peut influencer les énergies d'un lieu, enfin en tout cas ce que je connais à titre personnel. Et surtout, cette personne m'a posé une question que j'ai trouvée hyper intéressante, qui était de savoir s'il pouvait y avoir une compatibilité ou une incompatibilité entre un lieu et un habitant. Et donc c'est surtout à cette question que je vais venir répondre dans ce podcast. Alors déjà, qu'est-ce qui peut avoir un impact sur les énergies d'une maison et qu'est-ce qu'on peut analyser pour voir quels sont les potentiels problèmes? La première chose, que ce soit en feng shui traditionnel ou en géobiologie ou peut-être même en d'autres techniques, on va regarder dans un premier temps l'environnement dans lequel baigne la maison, ce qu'il y a autour. Déjà, est-ce que la maison est dans un environnement naturel? Est-ce qu'autour il y a des cours d'eau, des montagnes, des prairies? Enfin bref, est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est plutôt en milieu urbain? Par rapport à cet environnement, on va aussi regarder les ondes de forme qu'il y a autour. Et puis on va regarder si c'est plutôt yin ou plutôt yang. Par exemple, si quelqu'un vit en plein centre-ville, dans une rue hyper passante où il y a des bars, des boîtes de nuit et donc il y a du mouvement, des voitures, des gens qui circulent autant de jour comme de nuit, vous vous doutez bien que ça va plutôt être un environnement yang, qui peut être très plaisant pour une personne qui aime sortir, qui aime bouger, qui aime faire plein de choses, et ça peut être beaucoup plus dérangeant pour une personne qui a envie de calme, d'introspection, ou par exemple un jeune couple qui vient d'avoir un enfant. Et un environnement yin, par exemple, ça va être, si vous vivez à côté d'un cimetière, vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas beaucoup de mouvement et que ça va être plutôt calme. Et puis aussi, on va regarder dans l'environnement les possibles sources de perturbations, que ce soit des perturbations électriques, électromagnétiques. Par exemple, on va regarder les antennes Wi-Fi, les antennes relais, les poteaux électriques, etc., etc. Donc voilà déjà quelques petites choses qu'on peut regarder en ce qui concerne l'environnement d'un lieu, et on va regarder plus ou moins la même chose dans la maison. Les ondes de forme, où se situent les sources de perturbations électriques, électromagnétiques, etc. On regarde aussi la luminosité. Et en feng shui traditionnel, on va regarder l'équilibre en fait surtout au niveau des énergies. Donc dans un premier temps, on va regarder l'équilibre au niveau du yin et du yang. Donc tout ce qui est les pièces yin, ce sera plutôt propice pour des pièces de repos, de relaxation, bref, des pièces où on va plutôt être tranquille. Et les endroits yang de la maison seront propices pour des pièces où il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de mouvements, par exemple les pièces où on passe beaucoup de temps. On va aussi regarder les énergies en termes d'éléments, l'eau, le feu, la terre, le métal, le bois. On va regarder leur qualité, leur quantité. On va voir s'il y en a certains qui peuvent être en excès, d'autres en faiblesse, d'autres peuvent même être absents. Et en fait, on va surtout regarder que rien ne soit trop déséquilibré. Enfin, le but de l'analyse feng shui traditionnelle, c'est de venir rééquilibrer la circulation énergétique et la qualité et la quantité énergétique de chaque élément. Donc voilà pour vous donner un tout petit aperçu de ce qu'on va regarder d'un point de vue du feng shui traditionnel, parce que bien sûr il y a plein d'autres choses qu'on regarde en feng shui, mais voilà, c'est pas la question que je voulais traiter ici. Et au niveau géobiologique, on va regarder les failles terrestres, les cheminées cosmotelluriques, les réseaux telluriques, donc Hartmann, Curie, etc., les cours d'eau. Bref, il peut y avoir plein de choses aussi au niveau de l'activité terrestre qui peuvent venir impacter les énergies de notre lieu de vie et donc les nôtres. Il y a aussi tout ce qui est mémoire des murs, mémoire des sols, les entités, etc., etc. Mais voilà, je m'en arrête là pour cette partie parce qu'en réalité, il peut y avoir tout un tas de facteurs qui peuvent perturber un lieu. Aucun lieu de vie n'est parfait de toute façon. Le plus intéressant, c'est surtout de trouver celui qui nous correspond le plus, que ce soit à nous ou à nos projets qu'on a envie de mener. Et bien sûr, il est toujours plus ou moins possible de venir rééquilibrer et réharmoniser un lieu. Et j'en viens à ma deuxième partie concernant la compatibilité entre habitat et habitant. Donc je vais aborder le sujet sous l'angle du feng shui traditionnel et de l'astrologie chinoise. Quand on analyse une maison en feng shui traditionnel, on va
chercher dans un premier temps le chiffre Kwa ou le Mingwa qui correspond à l'énergie principale de la maison ainsi que le Mingwa de chaque habitant. Une fois qu'on a trouvé le Mingwa de la maison, ça va permettre aussi de définir les différents secteurs d'une habitation et donc de voir les secteurs qui sont plus propices, ceux qui ont plus d'énergie positive à nous apporter et au contraire les secteurs où il vaut mieux éviter passer trop de temps. Si je vous parle du Mingwa ici, c'est surtout parce qu'une fois qu'on a trouvé le Mingwa de la maison et ceux des habitants, ça permet de voir ce qu'on est venu chercher et vivre dans ce lieu. Et là, on comprend qu'il n'y a pas de hasard. Par exemple, on peut choisir un lieu pour venir réaliser certains projets qu'on a dans notre vie et les énergies de l'habitation vont s'y prêter. On va ressentir tout ça, inconsciemment bien sûr, et on va être attiré par ce lieu qu'on va choisir. Et dans ce cas-là, il est possible qu'une fois qu'on ait réalisé notre projet, on va sentir que ça y est, il est temps de quitter les lieux ou alors on est appelé à avoir envie de changer, à choisir un autre lieu de vie. Parce qu'en fait, l'énergie du lieu était propice pour nous porter dans la réalisation de notre projet et une fois qu'on lui a donné naissance, une fois qu'on a réalisé notre projet, c'est un petit peu comme si on n'avait plus rien à faire ici. Il y a aussi des lieux de vie où on est appelé parce qu'on peut avoir certaines failles, certaines blessures à travailler, à libérer et que l'énergie du lieu est clairement propice à cette libération. Si on choisit un lieu pour nous libérer, pour réparer nos failles, tout ça se fait bien sûr de manière inconsciente à chaque fois, mais ça peut être un lieu où on va vivre des choses qui sont pas forcément toujours agréables ou confortables, mais qui sont nécessaires parce qu'elles vont nous confronter à nos parts d'ombre. Donc dans ce cas-là, on peut se dire je comprends pas, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour arranger le lieu, pour l'harmoniser, j'ai fait intervenir différentes personnes pour équilibrer le lieu, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change. Et puis même, on peut se rendre compte que le lieu est super joli, super beau, mais n'empêche qu'on se sent pas bien dedans, malgré tout ce qu'on a pu faire pour remédier à ça. Et en fait, ça peut s'expliquer par le fait qu'on n'a pas choisi ce lieu en fait pour trouver un havre de paix ou un petit cocon, mais justement pour venir nous bousculer et surtout pour libérer tout ce qui a besoin de l'être. Et une fois que c'est fait, qu'on a bien avancé sur notre chemin, on peut sentir également qu'on a fait le tour ici, dans ce lieu, et ressentir le besoin de changement, d'aller ailleurs. Et si on décide de changer de lieu juste parce que c'est un gros ras-le-bol et qu'en fait on se sent vraiment pas bien dans la maison et qu'on n'a pas encore fini de libérer tout ce qu'on avait besoin de libérer, il est possible que le prochain lieu qu'on choisisse, notre prochaine maison, porte la même énergie principale. Parfois encore, on peut choisir un lieu de vie, pas forcément sur un coup de cœur, mais plutôt parce que c'est notre raison qui nous persuade que le lieu possède tous les critères qu'on voulait et qu'il faut prendre celui-là. Et puis il y a encore les personnes qui disent qu'elles n'ont pas eu le choix, par exemple un déménagement en urgence ou autre raison, qui font qu'on n'a pas forcément choisi le lieu où on emménage, il s'est présenté à nous, on l'a pris et puis c'est tout. Mais il n'empêche que ce lieu était quand même disponible à ce moment-là pour nous accueillir. Alors certes, il est peut-être pas idéal pour nous, mais en tout cas, c'est qu'on a quelque chose à y vivre. Donc tout ça pour dire que ça peut être hyper intéressant d'analyser ces Mingwa des habitants et du lieu de vie pour voir ce qu'on est venu vivre dans la maison. Il n'y a pas de hasard. Cette analyse, ça va permettre de voir ce que l'énergie de la maison nous apporte, mais aussi ce que nous, on apporte à la maison. Dans la métaphysique chinoise, il y a différents cycles où on analyse le comportement des différentes énergies entre elles. Il y a des cycles qui sont plus vertueux que d'autres et d'autres qui sont un peu plus fatigants, un peu plus contrôlants et pas forcément toujours harmonieux. Mais bien sûr, même un cycle qui de base paraît vertueux peut devenir néfaste à partir du moment où il y a des déséquilibres au niveau des énergies. Tout est une question d'harmonie et d'équilibre. Donc grâce au Mingwa, déjà, on peut voir si l'énergie principale de la maison nous porte ou au contraire si elle nous demande beaucoup d'énergie, si elle nous fatigue, si elle nous demande de beaucoup travailler, de faire plein de choses. Pour vous donner mon exemple, la maison dans laquelle on vit actuellement est représentée dans son chiffre Kwa par l'élément qui représente pour moi le travail. Et comme par hasard, je travaille de chez moi. Donc inconsciemment, je venais chercher une maison où je pourrais installer mon cabinet pour y travailler. Enfin ça, je le cherchais consciemment, mais j'ai trouvé cette maison parce que elle répondait aux critères que je recherchais, mais inconsciemment, je ne le savais pas que les énergies qu'elle possédait allait me porter dans ce projet-là. Mais en contrepartie, je ressens parfois que j'ai un peu de mal à me poser dans cette maison, même si de plus en plus j'ai pris conscience de ça, donc j'arrive à plus m'accorder des moments pour moi, mais au début j'avais vraiment du mal à me poser dans cette maison, j'étais tout le temps dans l'action, il fallait tout le temps que je fasse plein de choses et tout ça, et j'ai pu, je pense, beaucoup me fatiguer au début où on habitait ici.
Donc on peut comprendre qu'il y a des lieux de vie qui vont nous apporter des bonnes choses pour nous, mais si l'énergie principale apportée par la maison est très forte, et que notre énergie principale à nous est un peu moins forte, par exemple, ça peut engendrer un déséquilibre. Et on peut aller encore plus loin dans l'analyse des énergies et de la compatibilité entre les énergies d'un lieu et nos énergies en venant faire le thème astrologique chinois de l'habitant et celui de l'habitat. Ça va permettre une analyse encore plus approfondie. Donc pour répondre à la question de la compatibilité entre habitant et habitat, je dirais que oui, il peut y avoir une incompatibilité entre les deux. Mais je tiens quand même à modérer tout ça. Déjà, il faut savoir qui a choisi la maison. Par exemple, un couple qui décide d'acheter une maison, votre conjoint adore la maison, il essaye de vous persuader que c'est cette maison qu'il vous faut, vous n'êtes pas hyper emballé, mais bon, vous vous dites, bon ok, il a peut-être raison, vous commencez à comprendre son point de vue et à le suivre, et du coup vous aménagez dans cette maison, mais vous, depuis le début où vous êtes dans cette maison, vous vous sentez pas forcément à votre aise et vous vous demandez clairement ce que vous foutez là, quoi. Donc dans ce cas-là, on pourrait dire que bah oui, vous avez pas forcément choisi cette maison, vous avez plutôt suivi le mouvement et qu'il est possible que l'énergie de la maison vous soit pas forcément positive. Même si je reste quand même persuadée que quel que soit le cas, on a quand même toujours quelque chose à vivre dans un lieu, que ce soit positif ou pas. Alors attention, je ne dis pas que tous les événements négatifs qu'on vit dans un lieu étaient écrits et qu'ils devaient nous arriver pour qu'on avance dans notre vie, mais je dis juste que voilà, on n'est pas dans un lieu par hasard. Et parfois, c'est pas forcément une question d'incompatibilité. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous avez choisi inconsciemment le lieu pour venir libérer des choses, donc forcément, ça remue. C'est pas forcément toujours agréable et confortable, mais le côté positif de tout ça, c'est que quand même, vous vous libérez de certaines blessures, de certaines choses. Donc par exemple, demandez-vous si vous avez vécu dans un lieu où vous n'étiez pas forcément à votre aise, qu'est-ce que vous avez réussi à transcender dans ce lieu, ou alors peut-être pas forcément à transcender, mais est-ce qu'il y a eu des prises de conscience qui ont émergé dans ce lieu? Parce que parfois, on va peut-être pas forcément être dans le lieu pour libérer des choses, mais le lieu va nous apporter des prises de conscience, ce qui va nous permettre de nous positionner différemment dans notre vie, de voir les choses autrement. Donc peut-être qu'il y a du positif dans le négatif. Et pour finir, j'aimerais vous parler des 3 chances dont on parle en Feng Shui traditionnel, mais aussi en astrologie solaire chinoise. Il y a 3 chances qui sont à la portée de l'homme et qu'il lui faut harmoniser pour vivre le plus en équilibre possible, le plus harmonieusement possible. La première chance, c'est la chance de l'homme. Donc c'est déterminé par nos actions, nos comportements, nos pensées, notre volonté. C'est vraiment tout ce qu'on fait à notre niveau en tant qu'humain. Deuxième chance, la chance de la terre. Donc ça va être l'impact que les énergies présentes sur le lieu, dans le lieu, au niveau de la terre, vont avoir sur nous. Et je parle bien du lieu dans lequel on vit, dans lequel on passe le plus de temps. Bien sûr, si vous passez beaucoup plus de temps sur votre lieu de travail, il est aussi important de comprendre que les énergies présentes sur votre lieu de travail vont vous impacter, positivement ou négativement en fonction de ce qu'on y trouve. Et ensuite, troisième chance, c'est la chance du ciel. Donc c'est les énergies qui vous sont données à votre naissance, mais aussi les énergies célestes qu'on va analyser, par exemple en Feng Shui traditionnel, en venant analyser les étoiles. Donc ici, le sujet de la temporalité est hyper important parce qu'on se rend compte que la volonté de l'homme seul ne suffit pas, tout comme le fait de mener des actions et de se trouver au bon endroit n'est pas forcément un gage de réussite non plus. Si au niveau de la temporalité, si le moment n'est pas venu pour nous de faire quelque chose, parce que les énergies célestes en ont décidé autrement, on pourra passer beaucoup de temps et d'énergie à essayer de concrétiser notre projet, ça ne fonctionnera pas, ou en tout cas on aura des résultats plutôt médiocres, décevants ou incomplets. Donc tout ça pour dire que bien sûr que le lieu où on vit a une grande influence sur nous. Encore plus si on passe beaucoup de temps dans ce lieu. Par exemple, comme moi, je vis et je travaille dans mon lieu de vie. Mais il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas que les énergies de la Terre qui vont nous impacter. Il y a aussi les énergies célestes, les énergies temporelles d'un mois, d'une année, d'une période de 10 ans qui vont influencer notre vie et qui peuvent nous inviter à plein de choses différentes. Par exemple, si vous aménagez dans une maison et que vous vous dites depuis que je suis dans cette maison, il m'arrive que des tuiles, ou alors j'ai l'impression que tous les projets que je mets en route foirent, ça avance pas comme je le voudrais, je rame, c'est peut-être aussi parce que la temporalité,
Les énergies célestes vous demandent de vous poser et vous demandent d'entrer peut-être en introspection ou de venir guérir vos blessures ou je ne sais quoi, mais en tout cas, pas forcément d'être dans l'action et dans le faire et dans le mouvement et dans la sociabilité, mais plus dans l'introspection et plus dans le recueillement, le repos. Et vous avez choisi justement une maison qui, en plus de ça, vous invite à vous recueillir. Donc vous avez doublement 2 énergies qui vous demandent de vous poser et de calmer le jeu. Mais vous, en tant qu'humain, vous vous dites non, moi je veux faire tel projet et vous allez ramer à contre-courant tant que vous pouvez et ça fonctionnera pas et vous comprendrez pas pourquoi, mais peut-être parce que l'endroit ne vous invite pas à l'action et que la temporalité non plus. Et bien sûr, il est aussi possible que ce soit simplement un déséquilibre au niveau énergétique dans le lieu de vie qui entraîne des complications, des retards, etc. Mais normalement, une fois que ces déséquilibres énergétiques sont rétablis, rééquilibrés, les blocages doivent se lever. Si on continue à avoir des blocages, c'est que l'explication n'est pas forcément dans l'énergie du lieu. Voilà, donc tout ça pour dire que, bien entendu, c'est important de voir les énergies qui entourent notre lieu de vie, qui sont aussi à l'intérieur de notre maison pour voir si ces énergies vont nous porter ou pas. Mais il est aussi hyper important de voir ce que les énergies célestes nous demandent de vivre et puis de faire le lien un petit peu entre les énergies célestes, les énergies terrestres et de voir ce que nous, en tant qu'humains, on a envie de vivre et si ça correspond aux énergies de notre lieu de vie et aux énergies du ciel actuel. Voilà donc un petit peu pour répondre à cette question. J'espère que ce sera clair pour tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Et puis, je vous dis à très vite dans un prochain podcast.